Je voulais vous interroger aussi, comme mes collègues, sur le référendum en Nouvelle-Calédonie, parce que ça pose un petit problème. Il me semble que les autonomistes et indépendantistes ont dit qu'ils ne voulaient... Mais attendez, j'ai pas fini. Donc on dit qu'ils ne voulaient pas y participer, ce qui évidemment pose un problème très grave, parce que bon, c'est pour la sincérité évidemment du vote, et on comprend bien pour ceux qui ont un peu étudié l'histoire récente savent que bon, les choses sont compliquées, voire très compliquées et très conflictuelles. Donc on ne peut évidemment que s'en... Faut-il s'accrocher au 12 décembre? Nous ne sommes pas accrochés au 12 décembre. Enfin, j'entendais certains entourages d'un polémiste bien connu, passant souvent à la télévision ces derniers temps, expliquer que c'était Emmanuel Macron qui voulait ces 3 référendums successifs parce que le résultat ne lui aurait pas plu les 2 premières fois. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Il y a un accord, il faut le lire. Quand en plus on aspire à être président de la République ou lorsqu'on est parlementaire, c'est bien de lire l'accord parce qu'il a été traduit par des modifications constitutionnelles et par des lois organiques. Donc c'est pas l'opération du Saint-Esprit. D'ailleurs, je rappellerai que c'est sous le quinquennat du président de la République que la fin de l'accord de Nouméa se joue. On ne peut pas dire qu'on l'ait négocié, mais l'État l'a signé. Et donc c'est normal, au titre de la continuité de l'État, d'appliquer un accord pour lequel nous avons donné notre parole. Ce 3e référendum, c'est pas l'État qui l'a déclenché. À la différence du premier d'ailleurs, parce que personne ne l'avait déclenché auparavant. Ce sont les formations politiques indépendantistes qui l'ont demandé en ce début du mois d'avril, seulement d'ailleurs quelques jours après l'ouverture de cette capacité à le demander. Ce sont les élus indépendantistes du Congrès, et ils en avaient le droit le plus légitime et le plus strict, soyons bien d'accord, de le demander. Dès lors qu'il a été demandé, il est du devoir de l'État, par la parole qu'il a donnée, mais également l'accord et les lois que vous avez votées, vous, vos prédécesseurs, d'organiser ce référendum. Alors après, on me dit, mais est-ce qu'on peut l'organiser en fonction de la situation sanitaire? C'est la bonne question. Il est encore un peu tôt pour y répondre, mais c'est évidemment la bonne question. Les députés de Noyer et Gomes en sont déjà fait l'écho par écrit. Est-ce qu'on est capable, et c'est une question qu'on connaît bien ici dans l'Hexagone, le jour du vote, est-ce que les précautions sanitaires seront remplies pour pouvoir être en sécurité dans le bureau de vote? On connaît ce débat. Et peut-on faire campagne? Étant entendu qu'en droit, il existe quelque chose qui s'appelle la pré-campagne, puis la campagne officielle. Voilà, ça c'est un débat. Il faut le mener. Il faut le mener parce que une démocratie qui fonctionne bien est une démocratie dans laquelle on s'assure que les opérations électorales se déroulent correctement. Après, il y a un argument politique qui émerge dans la sphère publique, qui est de dire les formations politiques indépendantistes pourraient ne pas participer, je le mets au conditionnel, parce qu'après tout, personne n'est propriétaire des électeurs inscrits sur la liste électorale, pourraient ne pas participer au scrutin. Et donc, parce qu'une des 2 parties le demanderait, ou même pas d'ailleurs, ne participerait pas, il faudrait que l'État repousse l'organisation de ce scrutin. Je le dis à des parlementaires qui votent la loi de la République. On pourrait aussi avoir des candidats à l'élection présidentielle qui nous expliqueraient qu'ils estiment qu'ils sont en perte de chance pour le mois d'avril prochain et aimeraient avoir 6 à 7 mois de plus en le demandant à Laurent Fabius, en disant on aimerait avoir un peu plus de temps pour faire campagne. Que diriez-vous? Qu'aurait-on dit si Mme Backès, M. Frogier, M. Gomes, s'ils avaient demandé à l'État en disant nous on ne participe pas à ce scrutin, on souhaite qu'il ait lieu plus tard, parce que ça ne fait pas notre affaire. Je veux dire, dans une démocratie, on tient ses élections à l'heure. Sinon, évidemment, c'est le principe. C'est le principe. Et ça a été l'exception. Oui, mais, pardon, avec une loi de la République, avec des rapports de conseil scientifique, enfin... Bon, donc, mon propos est clair. Le 12 décembre est la date retenue par le gouvernement et l'État dont c'est la compétence. De par la loi organique, dont c'est la compétence. Et quand je vais sur quand je m'exprime parfois un peu trop avant sur les compétences des provinces, par exemple, ou du gouvernement, on me le reproche en Nouvelle-Calédonie. Donc j'entends aussi à ce qu'on respecte les compétences de l'État, que vous, les parlementaires, vous avez confiées au gouvernement de la République. En revanche, est-ce que la question sanitaire peut venir contrarier cet agenda du 12 décembre?
La réponse est oui, il faut le regarder avec beaucoup d'humanité, beaucoup de pragmatisme. Mais est-ce que des considérations de nature politique peuvent impacter le calendrier d'une consultation référendaire que nous n'avons pas demandé, puisque nous ne sommes pas en situation de le demander, mais nous sommes seulement en situation de l'organiser? Ça me paraît très compliqué. Et pour avoir pris quelques attaches avec les Nations Unies, soyons bien clairs, parce que parfois on les fait parler, ces Nations Unies, je veux dire, non, les Nations Unies regarderont aussi notre exemplarité sur le terrain sanitaire. Ils ne regarderont pas d'autres calculs de perte de chance d'un camp plutôt qu'un autre à le remporter, ce référendum. En tout cas, nous sommes prêts. Nous sommes prêts tout simplement, je le dis devant la présidente Braun-Pivet, parce qu'elle y a passé beaucoup de temps, non seulement comme présidente de la commission, mais aussi comme présidente de la mission avant Philippe Gosselin, sur lequel l'attachement aussi à la Nouvelle-Calédonie est bien connu, et un certain nombre d'entre vous ici, je ne les cite pas tous. Mon travail, c'est de garantir que l'État reste neutre dans cette organisation. Et paradoxalement, contrairement à ce que certains pouvaient imaginer, la neutralité passait aussi par l'éclairage du oui et du non. Parce que de laisser dire des tiers parler au nom de l'État était une entorse à la sincérité du scrutin de notre point de vue. Et donc ce document oui-non est venu éclairer les choses. Et le devoir de l'État, c'est de se tenir prêt en tenant parole. Il est demandé, on l'organise. Il n'aurait pas été demandé, on ne l'organisait pas. Se tenir prêt, c'est le 13 au matin. En cas de oui, parce que le oui peut l'emporter, une consultation électorale, par définition, a toujours sa part non pas d'inconnu, mais je me rappelle celles et ceux qui faisaient parfois des pronostics ou autres. Enfin, je veux dire, personne n'était capable de dire ce qui serait passé sur le premier ou le deuxième, de mettre et moi le premier d'ailleurs. Bon, donc de l'humilité face à cette situation, mais en tout cas à nous de nous tenir prêts, à tenir parole. En tout cas, nous n'abandonnerons pas la Nouvelle-Calédonie, ni dans le combat des indépendantistes, qui est un combat qui doit être respecté, qui est un combat qui doit être compris, qui est un combat sur lequel les indépendantistes parfois ont fait de nombreuses demandes au gouvernement et parfois nous avons tardé à leur donner raison ou droit à un certain nombre de ces demandes. Donc il faut le reconnaître. Et donc cette période de transition, elle est importante. Et de l'autre côté, évidemment, en cas de non, on le sait très bien, le non ne vaut pas, un troisième non ne vaut pas statu quo. Il faudra bien réimaginer un nouveau projet pour les Nouvelle-Calédonie.